Bonjour, donc comme je vous l'avais annoncé sur cette chaîne, il y a eu un colloque en droit de la sécurité sociale qui était organisé par l'Université de Strasbourg les 8 et 9 novembre dernier. J'y ai assisté et je voudrais vous donner quelques retours en fait sur ce colloque. D'abord, la première chose, c'est que en fait, on ne fait pas du droit de la sécurité sociale par hasard. Donc en fait, les gens qui font du droit de la sécurité sociale sont généralement passionnés par ce qu'ils font. Et quand vous réunissez tous ces gens-là dans un même amphi, bah, vous avez un colloque qui est absolument génial. Donc c'est vraiment 2 journées exceptionnelles. C'est un colloque gratuit, il aura lieu de l'année prochaine. Dès que je le saurai, évidemment, je vous tiendrai au courant pour que vous puissiez réserver vos billets de train et votre hébergement sur place parce qu'il faut venir à ce type de colloque. C'est vraiment super intéressant. Brièvement, donc les choses qui m'ont paru les plus marquantes de ce colloque sur la première thématique, sur la réforme des juridictions sociales. Euh, les auteurs ont beaucoup insisté sur en fait la difficulté que l'on a à saisir un juge. Et cette difficulté, elle est en plus renforcée par un obstacle qui est érigé en fait à l'encontre, entre guillemets, de l'assuré social, c'est ce qu'on appelle la formalité du recours amiable. C'est vrai qu'avant de pouvoir saisir le juge, il faut d'abord faire un recours amiable et parfois les assurés sociaux ne comprennent pas l'intérêt de ce recours, ne comprennent pas aussi qu'il est obligatoire et qu'il faut bien respecter les délais pour saisir la CRA, pour ensuite saisir, dans les délais aussi assez courts, le juge. Donc en fait, tout ça, c'est problématique et vous voyez que ça partait au départ d'un bon sentiment en 1946, quand on a créé ce contentieux général, ce contentieux spécial de la sécurité sociale. Ce qu'on voulait, c'est que, eh bien, en fait, on puisse faire un recours gracieux auprès des organismes sociaux pour éviter que, justement, on aille d'emblée devant le juge. Et malheureusement, ça se traduit à l'heure actuelle par une sorte de complexité qui est un peu préjudiciable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis ma vidéo sur le recours amiable en droit de la sécurité sociale. C'est une vidéo qui est très technique, je m'en rends bien compte. C'est une vidéo d'ailleurs qui est adressée à la formation continue des avocats. Donc je peux simplifier tout ça, je vais essayer de le faire pour que vous ayez une vision beaucoup plus pédagogique de cette problématique-là. Mais voilà, on a déjà parlé de ça, qui est effectivement une réalité, une triste réalité, et en même temps, il faut que cet obstacle, eh bien, on arrive à trouver des solutions pour le surmonter, et que les assurés sociaux puissent facilement saisir le juge. Deuxième problématique qui était intéressante aussi, c'était sur la répartition, en fait, des pouvoirs des juges entre le juge du contrat de travail, le conseil de prud'homme d'un côté, et la juridiction de sécurité sociale. Et il y a par exemple une situation très concrète qui se présente de manière assez récurrente, c'est lorsque en fait, une personne, un salarié est victime de harcèlement moral et qu'elle va faire reconnaître ce harcèlement moral comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et bien la question qui se pose dans ces cas-là, c'est qui est compétent pour indemniser ce harcèlement moral? Est-ce que c'est le conseil de prud'homme parce que le harcèlement moral s'inscrit dans la relation de travail, dans le contrat de travail, dans l'exécution du contrat de travail? Ou bien est-ce que à partir du moment où ce harcèlement moral est reconnu comme accident du travail, est-ce que l'indemnisation ne doit se faire qu'au titre de la maladie, qu'au titre de l'accident et dans ces cas-là auprès des juridictions de sécurité sociale? Et en fait le critère qui a été trouvé par la Cour de cassation, c'est un critère diachronique, c'est-à-dire qu'en fait dans la durée, en fait, on va dire, bah, tant que l'accident du travail n'est pas reconnu, tant que la maladie n'est pas reconnue, eh bien, tout ce qui est antérieur, c'est indemnisé par le conseil de prud'homme, et tout ce qui est postérieur, ce sera indemnisé par la juridiction de sécurité sociale, avec en plus un problème de départ qui est pas tout à fait net. Voilà, il y a une discussion là-dessus, je pourrais le reprendre avec vous si ça vous intéresse. Troisième thématique qui était là pour le coup passionnante parce que en fait il y a eu Anne Marchand qui est intervenue. Anne Marchand, moi je la connaissais à travers ses articles au préalable et elle a écrit un livre. Le livre je l'ai acheté dans la foulée et j'ai proposé à Madame Marchand de venir sur cette chaîne pour discuter avec vous, pour vous présenter son travail. Donc je vais lire le livre d'abord, je vais bien le digérer, me l'approprier. J'aurai des questions sans doute à lui poser et je la ferai venir ensuite parce qu'elle a accepté de le faire. Parler de tout ça aujourd'hui sur comment en fait on a du mal, beaucoup de mal à faire reconnaître le cancer comme étant d'origine professionnelle, comme étant une maladie professionnelle. Ça pose des questions sur le non-recours au droit, sur plein de choses. C'est absolument passionnant, aussi triste que c'est passionnant d'une certaine manière. Donc ça, voilà, je voudrais vraiment approfondir cette thématique par la suite.
La quatrième thématique, bon, je passe rapidement dessus, c'était plutôt de la sociologie. Et enfin, la cinquième thématique qui était abordée, c'était la thématique de la faute inexcusable. Et on a beaucoup parlé, en fait, de la nature de la rente. Quand il y a une faute, enfin, quand il y a un accident du travail, une maladie professionnelle, et que la victime souffre d'une incapacité permanente, partielle, eh bien, on lui attribue une rente. Et en cas de faute inexcusable, cette rente, elle est majorée. Et la question qui se pose devant les juges, c'est de savoir est-ce que les souffrances physiques et morales qui sont endurées par la victime, est-ce que ces souffrances physiques et morales, elles sont déjà intégrées dans la rente ou est-ce qu'elles doivent être indemnisées par ailleurs? Et la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation va statuer sur cette question dans deux arrêts. L'audience aura lieu le 9 décembre 2022. Et j'en ai un peu parlé sur cette chaîne parce qu'en fait, le premier pourvoi, le pourvoi qui est ici, là, le 20 23 673, en fait, c'est moi qui l'ai instruit. C'est-à-dire que c'est mon pourvoi, c'est le pourvoi que j'ai rédigé. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que l'organisatrice du colloque, c'est la professeure Morane Kaimbago, et j'ai fait en fait mon pourvoi à partir d'un de ses articles. Son article est tellement bien, il y a tellement tout dedans que j'ai dit voilà, pour une fois, moi je ne dis rien. Je laisse entièrement parler le professeur Kaimbago et j'ai fait un moyen en mettant en avant trois arguments qui sont les trois idées forces de son article à elle. Et pour vous situer un peu la problématique, en fait, à l'heure actuelle, la Cour de cassation, elle retient une solution qui est diamétralement opposée à celle du Conseil d'État. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit, quand il y a une divergence de jurisprudence, comme ça, quand la Cour de cassation dit noir alors que le Conseil d'État dit blanc, eh bien en fait on est en présence en fait donc d'une divergence de jurisprudence, et une divergence de jurisprudence, ça nuit à la confiance qu'ont les justiciables dans le système juridique. Quand vous voyez, il y a un truc, quand les deux juridictions les plus hautes au sommet de l'État disent deux choses contradictoires, eh bien les justiciables, ils perdent confiance dans le système judiciaire. Donc la question qui est posée à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est de dire est-ce que la Cour de cassation se rallie à la décision du Conseil d'État? Est-ce qu'on arrive à délaisser cette solution que retient la Cour de cassation qui est extrêmement critiquable? Ou est-ce que l'Assemblée plénière, elle va persister et signer dans une jurisprudence qui est en plus défavorable aux victimes? Donc voilà, je vous en reparlerai bien évidemment dès que j'aurai l'arrêt d'Assemblée plénière. Et ce qui était amusant aussi, c'est que le deuxième pourvoi qui est mentionné ici, en fait, il a été rendu à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel. Et le président de la cour d'appel qui avait rédigé cet arrêt, il était au colloque, donc il a pu parler de cet arrêt. Moi, j'ai pas parlé de mon pourvoi, mais vous voyez, c'était voilà, encore une fois, quelque chose qui était absolument passionnant. Et juste dernier mot, je voudrais remercier infiniment tous ceux qui suivent cette chaîne et qui sont venus me voir au pause en me disant que ils suivent ma chaîne, etc. Parce que c'est vrai que moi je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais quand vous venez comme ça me remercier, ça me fait immensément plaisir. On se retrouve très bientôt.